Je vais commencer cette histoire par une phrase qui me brûle encore la langue, comme une cicatrice que je porte à vie. J'ai été abandonné au moment le plus sombre de mon existence, et aujourd'hui, ils osent frapper à ma porte pour me demander une place dans ma vie. Imaginez une pièce froide, plongée dans la pénombre. Je suis assis sur un matelas presque éventré, la tête entre les mains, le regard perdu. Dans mon esprit, un écho tourne en boucle, tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. Ces mots, ce ne sont pas ceux d'un inconnu, ni même d'un ennemi. Non, ce sont les mots de ma propre famille. Ceux qui, normalement, devraient être le refuge, la chaleur, le pilier. À cet instant, je n'ai plus rien. Ni toit digne de ce nom, ni argent, ni certitude pour demain. Le monde semble avoir conspiré contre moi, et les visages familiers qui auraient dû me tendre la main se sont détournés sans hésitation. On ne m'a pas seulement laissé tomber, on m'a enterré vivant dans l'indifférence. Et pourtant, le destin, ironique et cruel à sa manière, avait d'autres plans. Ce n'est pas une revanche que j'ai cherchée, mais une renaissance. Là où il voyait un moins que rien, moi, j'ai trouvé la rage de devenir quelqu'un. Là où il se détournait, moi, j'ai avancé, même en rampant, même dans la douleur. Aujourd'hui, le paradoxe est saisissant. Ceux qui me regardaient comme un fardeau viennent frapper à ma porte dorée, le sourire hypocrite, les yeux brillants de convoitise. Ils veulent ma réussite, ma générosité, mon pardon, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ma mémoire est intacte. Chaque mot, chaque blessure, chaque trahison reste gravée comme au fer rouge. Ceci n'est pas seulement une histoire de famille. C'est l'histoire de ce que l'on devient quand on est poussé au bord du gouffre, quand l'amour se transforme en mépris, et que la solitude devient la seule compagne fidèle. C'est l'histoire d'un homme qu'on a traité comme un moins que rien, jusqu'à ce qu'il devienne millionnaire. J'avais 20 ans quand tout a commencé à se fissurer, mais pour être honnête, les craquelures étaient là bien avant. Je suis né dans une petite ville de province, dans une maison modeste mais pas misérable. De l'extérieur, on aurait pu croire que ma famille était comme les autres, un père qui travaillait dans le bâtiment, une mère au foyer qui essayait de tenir la maison debout, une sœur plus âgée toujours admirée, et moi, l'enfant de trop, l'ombre derrière leur sourire. Dès l'enfance, j'ai senti que je n'étais pas celui qu'ils voulaient. Ma sœur recevait des compliments pour tout et n'importe quoi, sa voix, ses notes, son sourire. Moi, on me reprochait d'être trop distrait, trop rêveur, pas assez pratique. Les mots blessants étaient mon pain quotidien. Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Tu n'arriveras jamais à rien avec cette tête en l'air. Je les entendais tellement souvent que, parfois, j'en venais à y croire. Mais en même temps, une petite flamme brûlait en moi, l'envie de prouver qu'ils avaient tort, qu'ils étaient aveugles. J'étais un adolescent calme, discret. J'aimais écrire, dessiner, et surtout m'évader dans mes projets personnels. Mais dans cette maison, tout ce qui ne rapportait pas immédiatement de l'argent ou de la fierté était vu comme une perte de temps. Mon père me regardait souvent avec un mélange de mépris et de lassitude, comme si ma simple présence était un rappel de ses propres échecs. Ma mère, elle, suivait le mouvement, toujours dans le camp de ma sœur, jamais dans le mien. Il y avait des repas de famille où je n'existais pas. Je me souviens d'un dîner, j'avais 16 ans. J'avais travaillé des semaines sur un petit projet informatique, mon premier site web bricolé tout seul grâce à des tutoriels gratuits. Quand j'ai essayé d'en parler, mon père a éclaté de rire. « Tu crois vraiment que tu vas gagner ta vie avec ces conneries ?» Ma sœur a enchaîné, moqueuse. « Tu vas finir à réparer des imprimantes chez Darty, c'est ça ton grand avenir ?» Tout le monde a ri. Moi, j'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, je me suis juré une chose, un jour, je leur prouverai le contraire. À l'école, j'étais loin d'être brillant, mais j'étais curieux. Je passais des heures à lire sur Internet, à apprendre des choses que mes profs ne mentionnaient même pas. J'avais cette soif de connaissances que personne ne voyait, parce qu'elle ne correspondait pas au diplôme ni aux notes qu'on affichait fièrement sur le frigo. La fracture est devenue béante après mes 18 ans. Ma sœur est partie à l'université, ma fierté familiale. On m'a répété qu'elle était l'avenir de la maison, la réussite incarnée. Moi, on me demandait juste de trouver un boulot alimentaire et de ne pas traîner. Comme si je n'avais pas le droit d'avoir des rêves. J'ai accepté des petits boulots, j'ai traîné dans des entrepôts, des fast-food. Mais chaque soir, je rentrais avec cette impression lourde, je n'étais qu'un figurant dans ma propre famille. On ne m'attendait pas, on ne m'écoutait pas. J'étais le fils invisible, celui qu'on tolère par obligation.
La trahison qui allait suivre n'a donc pas été un éclair dans un ciel bleu. C'était l'aboutissement logique d'années d'indifférence et de mépris. Mais même moi, je n'étais pas préparé à la violence de ce qui allait arriver. Le moment exact où tout a basculé est gravé en moi comme un cauchemar en plein jour. J'avais 20 ans, je venais de perdre mon dernier petit boulot à un poste de manutentionnaire dans un entrepôt. On m'avait viré du jour au lendemain, sous prétexte de « restructuration ». En vérité, j'étais le plus jeune, le moins considéré, le plus facile à sacrifier. Je suis rentré ce soir-là à la maison familiale, fatigué, honteux, mais avec un infime espoir, peut-être, cette fois, il comprendrait ma détresse. La cuisine était éclairée par une unique ampoule jaunâtre. Ma mère préparait du thé, ma sœur parlait de ses examens réussis avec l'assurance d'une reine, et mon père lisait son journal, l'air absent. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit d'une voix hésitante. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Silence. Puis, mon père a levé les yeux et a soupiré, comme si je venais de confirmer une prophétie qu'il répétait depuis des années. Et évidemment, incapable de tenir quoi que ce soit. Ma sœur a ricané. Sérieusement, tu t'attendais à quoi? Ils veulent des gens fiables, pas des ratés. Ma mère, elle, n'a rien dit. Elle a simplement continué à remuer son thé, comme si mes mots n'avaient jamais existé. J'ai ressenti une fissure, un vide béant sous mes pieds. Mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, en rentrant à la maison, j'ai trouvé le salon étrangement vide. Pas seulement vide d'objets, mais vide de vie. Les valises avaient disparu, les photos de famille aussi. Dans ma chambre, il ne restait rien d'autre que mon matelas usé et une vieille couverture. Un mot griffonné m'attendait sur la table de la cuisine. Nous avons décidé de partir. Tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. Nous ne pouvons plus porter le poids de tes échecs. Bonne chance. Aucune signature. Aucune explication. Pas un numéro pour les joindre. Ils étaient partis. Sans moi. Comme si j'avais été un meuble inutile, abandonné sur le trottoir. Je suis resté debout dans cette maison vidée, incapable de respirer. La pièce tournait autour de moi. Mes jambes tremblaient. Mes pensées hurlaient tout en même temps, ce n'est pas possible. Pas eux. Pas ma propre famille. La nuit est tombée, glaciale. J'ai dormi recroquevillé dans ma chambre vide, le cœur déchiré. Les murs, d'habitude si familiers, semblaient me rejeter aussi. Chaque craquement, chaque silence sonnait comme un écho cruel, tu es seul. Le lendemain matin, j'ai erré dans les rues, incapable de comprendre. Je voyais des familles marcher ensemble, rire, se chamailler, exister. Et moi? Moi, j'étais devenu un fantôme sans racines. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu un toit. J'ai perdu l'illusion qu'on m'aimait malgré mes défauts. J'ai compris que pour eux, j'étais un poids mort, un embarras à effacer. La trahison n'a pas seulement brisé mon cœur. Elle a planté une graine dans mon âme, une rage froide, une douleur muette, et une promesse silencieuse. S'ils ne voulaient pas de moi au plus bas, ils me reverraient au sommet. Les jours qui ont suivi mon abandon furent les plus longs de ma vie. J'étais seul, sans famille, sans argent, sans toit. La maison avait été vidée comme une coquille, et moi, je n'étais même pas digne d'emporter la coquille avec moi. J'ai quitté ces murs avec un sac plastique contenant 2 t-shirts, une paire de baskets usées et un vieux carnet où j'écrivais mes pensées. Les premières nuits, je les ai passées dans une gare désaffectée, à l'écart du centre-ville. Les bancs métalliques étaient glacés, les néons clignotaient au-dessus de ma tête comme des rappels cruels que je n'avais plus de lit, plus de foyer. Je me suis enroulé dans ma veste, tremblant, incapable de fermer l'œil. Chaque bruit de pas me faisait sursauter. Chaque éclat de rire dans la rue me rappelait ce que j'avais perdu, la normalité. La faim est rapidement devenue mon ennemi le plus fidèle. Avec les quelques pièces que j'avais, je m'achetais du pain rassis ou un pot de beurre de cacahuète. Parfois, ce pot devait durer une semaine entière. Je me souviens avoir raclé le fond avec mes doigts, affamé, honteux, en me disant « Est-ce vraiment ça, ma vie maintenant ?» Pour me laver, je me rendais au 1K du quartier, où je pouvais prendre une douche contre quelques euros. L'eau tiède sur ma peau était la seule chose qui ressemblait à du réconfort. Mais même là, je me sentais transparent, invisible parmi d'autres âmes cabossées qui essayaient elles aussi de survivre. Je ramassais des canettes pour les revendre au recyclage. Quelques centimes par-ci, par-là,
assez pour acheter un sandwich bas de gamme. Mais le plus dur, ce n'était pas la faim. Ce n'était pas le froid. C'était la solitude. L'absence totale d'une voix familière, d'un regard bienveillant. Il y a eu un soir particulier, gravé en moi. Il pleuvait à torrents. Je m'étais réfugié sous un abribus désert, trempé, frigorifié. Des passants pressés couraient avec leurs parapluies, et moi, j'étais assis là, comme une tache invisible. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit en grandes lettres tremblantes. Je survivrai. Même si le monde entier me rejette. Ce carnet est devenu ma thérapie. Chaque jour, j'y notais mes pensées, mes idées, mes rêves. Je griffonnais des croquis de sites web, des ébauches de projets que je ne pouvais pas encore réaliser. C'était dérisoire, mais c'était une flamme dans la nuit. Petit à petit, de petits boulots sont venus. Un jour, j'ai aidé un marchand à décharger son camion en échange d'un billet de 20 €. Un autre, j'ai distribué des prospectus sous la pluie. Chaque pièce gagnée était une victoire. Chaque repas acheté était une célébration. Et puis, un jour, j'ai réussi à obtenir un travail à temps partiel dans un cybercafé. Le propriétaire cherchait quelqu'un pour surveiller les ordinateurs, nettoyer un peu, gérer les clients. C'était dérisoire pour certains, mais pour moi, c'était une bénédiction. J'avais accès à un toit, à un ordinateur, et à Internet. C'est là que ma vie a commencé à changer. Le soir, quand la salle se vidait, je restais derrière l'écran. Je regardais des tutoriels sur YouTube, je lisais des forums. Je me plongeais dans le code, dans le design, dans le marketing en ligne. Je ne comprenais pas tout au début, mais je savais une chose, chaque ligne que j'apprenais, chaque compétence que j'acquérais, c'était une arme contre mon passé. La lutte quotidienne était toujours là, la fatigue, la pauvreté, l'incertitude. Mais dans ce cybercafé, j'ai trouvé une fenêtre sur un autre monde. Un monde où je pouvais exister sans être le fils humilié, le fardeau, l'invisible. Un monde où je pouvais être mon propre maître. Je n'avais encore rien. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais une direction. Le cybercafé était mon champ de bataille et mon laboratoire. Les journées, je les passais à servir des clients pressés, à nettoyer les claviers collants de café renversés, à régler les imprimantes capricieuses. Mais les nuits étaient à moi. Dès que les lumières se tamisaient et que le dernier client franchissait la porte, je m'asseyais devant un écran avec la détermination d'un naufragé agrippé à une planche de salut. J'ai commencé par les bases, HTML, CSS, un peu de JavaScript. Les premières lignes de code que j'ai tapées ressemblaient à des hiéroglyphes, mais je persistais. J'écrivais, je testais, je me trompais, je recommençais. Chaque petite victoire me faisait battre le cœur, une page qui s'affichait correctement, un bouton qui fonctionnait comme prévu. Rapidement, je me suis inscrit sur des plateformes de freelance. Je proposais de créer de simples sites vitrines pour des petites entreprises locales. Mes premiers clients étaient rares, méfiants. Je me souviens du tout premier, un fleuriste du quartier qui voulait un site basique pour présenter ses bouquets. J'ai passé des nuits entières à travailler, perfectionniste, angoissé. Quand il m'a payé 80 €, j'ai ressenti un vertige. C'était peu, mais c'était le premier argent gagné avec ma tête, pas avec mes bras. À partir de là, les choses ont accéléré. Le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner. Un boulanger voulait aussi son site, puis un photographe, puis un restaurant. J'étais encore ce jeune sans adresse fixe, vivant à moitié dans l'arrière-salle du cybercafé, mais j'avais trouvé une arme, le savoir. J'ai réinvesti chaque euro que je gagnais. Une partie servait à manger correctement, enfin autre chose que du pain sec et du beurre de cacahuète. Le reste, je l'utilisais pour acheter de meilleurs cours en ligne, pour apprendre le design graphique, le marketing digital, la programmation avancée. Puis est venu le jour où j'ai osé franchir un cap, je n'étais plus seulement un exécutant pour des petits clients. J'ai créé ma propre agence en ligne. Rien de physique, pas de bureau luxueux, juste un site internet et une page LinkedIn où je me présentais comme « fondateur ». Le mot était grand, presque ridicule, mais il m'a donné de la force. J'ai commencé à démarcher des clients plus importants, parfois même à l'étranger. Les réponses étaient timides au début, mais l'un d'eux a changé ma vie, une petite start-up américaine m'a confié la refonte complète de son site. Le contrat valait plus que tout ce que j'avais gagné en un an. Je me souviens d'avoir signé le mail de confirmation, les mains tremblantes, les yeux brouillés de larmes. C'était officiel, je n'étais plus un fantôme,
je n'étais plus le « moins que rien ». J'étais un professionnel reconnu. En quelques années, mon agence est devenue rentable. J'ai recruté d'autres freelances, j'ai structuré mes services, et peu à peu, j'ai bâti une équipe. Nous n'étions pas nombreux, mais nous étions efficaces, passionnés. Je travaillais jour et nuit, mais chaque effort avait un sens. L'argent a suivi. D'abord quelques milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers d'euros. Je me suis offert mon premier véritable appartement, modeste mais lumineux. J'ai acheté un bureau avec une grande fenêtre donnant sur la ville. Et surtout, j'ai eu ce moment que je n'oublierai jamais, signer un contrat qui faisait officiellement de moi un millionnaire. Je me suis souvenu alors de toutes ces nuits glaciales à l'abribus, de ce carnet rempli de promesses, de ce mot cruel laissé sur la table par ma famille. Chaque euro gagné, c'était une réponse à leur mépris. Chaque succès, c'était une gifle symbolique envoyée à ceux qui m'avaient abandonné. Mais le plus ironique, c'est que je n'ai pas eu besoin d'aller les chercher. Ce sont eux qui sont venus à moi. Mon succès, je l'avais toujours imaginé comme une revanche intime, une victoire silencieuse. Mais il est devenu public bien plus vite que je ne l'avais prévu. Tout a commencé lorsqu'un média local a voulu écrire un article sur « les jeunes entrepreneurs de la région qui réussissent à l'international ». Ils m'ont interviewé dans mon bureau flambant neuf, j'ai raconté mon parcours, mes débuts précaires, mes nuits à apprendre seul devant un écran. L'article s'intitulait « De la rue à la réussite, l'histoire incroyable d'un autodidacte devenu millionnaire ». Cet article a fait boule de neige. D'autres journaux ont repris mon histoire. Un podcast d'affaires m'a invité à témoigner. Puis une chaîne YouTube a publié une vidéo sur mon parcours, qui a cumulé des centaines de milliers de vues. J'étais devenu, sans l'avoir vraiment cherché, une sorte de symbole, le garçon qu'on avait traité comme un raté, devenu un exemple de persévérance. C'est à ce moment précis que le téléphone a recommencé à sonner. Des numéros inconnus, des messages brefs, parfois même des mails envoyés via le formulaire de mon site professionnel. Leurs voix, je les aurais reconnues entre mille, celles de ma mère, de ma sœur, de mon père. Le premier message venait de ma mère. « Bonjour, c'est maman. Nous avons vu des articles sur toi. On est tellement fiers. On aimerait te revoir, rattraper le temps perdu. » J'ai lu ce message une dizaine de fois, incapable de savoir si je devais rire ou exploser de rage. Fier ? Ces mêmes personnes qui m'avaient laissé sans toit, sans nourriture, avec une simple note griffonnée ? Ces mêmes voix qui répétaient que je n'étais rien ? Ensuite, ce fut ma sœur. Un mail encore plus audacieux. « Hey, petit frère. J'ai vu ton succès. J'avoue que je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Je suis contente pour toi. Peut-être que tu pourrais m'aider à lancer mon propre projet ? Tu sais que tu as toujours été doué pour ça. » La lecture de ces lignes m'a donné la nausée. Elle n'avait jamais cru en moi, et soudain, j'étais doué ? Non. J'étais devenu utile. Et enfin, mon père. Pas de détour, pas d'excuse, juste une phrase dans un appel téléphonique que j'ai décroché après hésitation. « Écoute, tu as bien réussi. Tant mieux pour toi. Mais souviens-toi que la famille doit rester soudée. Tu devrais nous aider maintenant, tu nous dois bien ça. » Ce « tu nous dois bien ça » a résonné en moi comme un coup de marteau. Moi, je leur devais ? Eux qui m'avaient effacé de leur vie ? Eux qui avaient choisi de m'abandonner plutôt que de me soutenir ? La boucle était bouclée. Ceux qui m'avaient traité comme un moins que rien, qui m'avaient laissé crever dans la solitude, venaient maintenant frapper à ma porte dorée, le masque du repentir collé sur le visage. Je les ai regardés de loin, dans mes souvenirs, et j'ai compris que le destin m'offrait le choix, ouvrir la porte et les laisser entrer, ou bien la refermer pour de bon. Ils ont essayé de revenir plusieurs fois dans ma vie, appels, messages, même se présentant à mon bureau. À chaque fois, je voyais dans leurs yeux non pas de l'amour, ni du regret, mais une faim insatiable pour l'argent et le confort que j'avais construit sans eux. Pendant longtemps, j'ai hésité. Peut-être devrais-je leur donner une chance ? Après tout, j'avais été cet enfant qui désirait juste un peu de chaleur familiale, un peu d'attention. Mais je me suis souvenu de toutes ces nuits passées dehors, seul, frigorifié, de toutes les moqueries sur mes rêves, des humiliations répétées et du mot cruel laissé sur la table, bonne chance. J'ai compris quelque chose d'essentiel, le pardon ne signifie pas effacer le passé ni permettre à ceux qui t'ont blessé de profiter de ton présent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé calmement mais fermement.
Vous avez perdu le droit de m'appeler votre fils le jour où vous m'avez abandonné. Aujourd'hui, j'ai une famille qui m'aime vraiment, mes amis, mes collaborateurs, les gens qui ont cru en moi quand vous ne l'avez pas fait. Et cela me suffit. Leur visage a changé, surprise, frustration, peut-être un soupçon de culpabilité. Mais je ne me suis pas laissé émouvoir. Pour la première fois, j'ai senti le poids de leur mépris se dissiper complètement. Je n'avais plus besoin d'eux pour me valider ou pour m'aimer. Mon succès, ma vie, ma paix intérieure étaient désormais à moi seul. Cette décision m'a libéré. J'ai compris que parfois, le véritable triomphe n'est pas de se venger ou de faire payer, mais de choisir de ne pas laisser les autres contrôler ton bonheur. Que le véritable amour et le respect viennent de ceux qui te soutiennent quand tu es à terre, pas de ceux qui reviennent seulement quand tu es au sommet. Et dans ce silence retrouvé, je me suis senti enfin entier. Je n'avais pas seulement survécu à la trahison et à la pauvreté, j'avais appris une leçon que personne d'autre ne pouvait m'enseigner, la valeur de soi-même ne dépend pas des autres. Alors que je regarde en arrière, je réalise que toute cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de quiconque a été rejeté, ignoré ou rabaissé par ceux qu'il croyait être sa famille, son refuge, son port sûr. La douleur, la solitude et la trahison peuvent sembler insurmontables, mais elles peuvent aussi devenir le moteur d'une transformation incroyable. Je veux que vous compreniez une chose, votre valeur ne dépend jamais de ceux qui ne savent pas la reconnaître. On peut choisir de les laisser partir, de fermer la porte et de construire sa propre vie, entouré de personnes qui nous respectent vraiment. Le succès, la richesse ou la reconnaissance extérieure ne sont pas la vraie victoire. La vraie victoire, c'est de rester fidèle à soi-même, de se relever malgré tout et de créer une vie qui a du sens, même sans eux. Alors je vous pose une question, si quelqu'un vous a abandonné ou trahi dans votre passé, leur pardonneriez-vous facilement, ou les laisseriez-vous à jamais derrière la porte de votre vie? Réfléchissez à cela. Parce que parfois, le plus grand triomphe n'est pas de les faire payer, mais de vivre pleinement sans eux. Et moi? J'ai choisi de vivre pleinement. Sans regret. Sans rancune. Libre.